Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon bah nouvelle vidéo avec Dimitri. Bonjour à tous. Voilà, comme d'hab, je mets le lien vers sa chaîne en haut à droite, en haut à gauche. Je sais jamais de quel côté. Ça doit être en haut à gauche là, je crois. Ouais, c'est ça. En haut à gauche. À droite pour les internautes. Ouais, voilà, attends, en haut à droite pour les internautes. Exactement, bien vu. On va parler crypto. Évidemment. Hein, on va parler crypto. Évidemment. On a eu quoi, une semaine et demie de folie. De folie. Incroyable. Il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire, c'était incroyable. On a quand même vécu quelques jours assez surprenants. D'ailleurs, j'ai moi-même fait des vidéos pour ceux qui sont sur ma chaîne. Oui. Où j'expliquais, alors le jour où ça a commencé, je disais, je remets une cartouche parce qu'en fait, on a vu quand même l'UST se casser la gueule, revenir. On s'est dit, c'est fini, ce n'était qu'une alerte. Et ben, pas du tout. Ouais. C'est ce que je m'étais dit, moi. Ouais. Donc, je dis, ouais, bon, ça va se stabiliser. Puis... Pour moi, beaucoup de leçons à en tirer. C'est peut-être de ça dont on va parler aujourd'hui, d'ailleurs. Ah, bah, je pense qu'il y a des tas de choses. Ça va être en mode discussion libre. Je pense qu'on ne manque pas de sujets à traiter. Mais ouais. Oui, bien sûr, on va parler de UST, du Terra, parce que toi aussi, tu étais exposé sur Encore Protocol. Ouais. J'y ai laissé quelques plumes. Bon. Alors déjà, voilà, si on commence par parler de ça, je dirais que d'un point de vue perso, c'est toujours des petites leçons, hein, de se prendre effectivement, d'y laisser quelques plumes, mais au fond, je vais le dire très honnêtement, c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire si vous misez sur des cryptos, des sommes qui vous font pas mal et que vous êtes susceptible de perdre et que vous le savez, que c'est une probabilité, bon, ben, le jour où ça arrive, ça fait partie du jeu. C'est ça. Ça fait jamais plaisir. Ça fait pas plaisir. J'ai joué partie du jeu. Exactement. Voilà. Responsabilité totale. Voilà. Donc on peut toujours regarder le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Quand on regarde, évidemment, quand on gagne, en général, on considère que c'est tout de suite acquis. Ça y est. Et puis quand on perd, on se dit mais non. Voilà. Donc, mais l'autre leçon, c'est le côté. Je dirais en anglais, greed, hein, c'est-à-dire l'appât du gain. Je ne sais pas comment on va le traduire exactement, le greed en français. La cupidité. La cupidité, exactement, la cupidité. Et cette cupidité, elle vous amène parfois à faire des choses qui sont pas forcément celles que, au fond de vous-même, vous sentez comme étant totalement raisonnables. Alors je dis ça là encore à titre perso parce que dans une vidéo dont je me souviens très bien vers février, qui a suivi, je crois, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, j'avais moi-même expliqué à ma communauté qu'il était intelligent de réfléchir à la façon dont on répartit ses cryptos. Et notamment le sujet dont j'avais parlé à l'époque et qui pour moi est un sujet très important, c'est que j'ai eu une tendance dans les 3-4 dernières années à déployer mes cryptos sur des plateformes CeFi ou DeFi parce que la cupidité, parce qu'évidemment si vous avez des cryptos, vous dites bon, si je peux gagner 10, 15, 20%. Exactement. En plus de ça, avec l'effet que ça va créer dans le temps, puisqu'on parie sur le fait qu'elles vont prendre de la valeur, c'est 10% aujourd'hui. C'est un double effet qui se coule qui est assez impressionnant, tout à fait. Et j'avais dit donc fin février de commencer à réfléchir quand même à peut-être sortir un peu, etc. Que c'était, en fait, qu'on se rendait compte qu'il y avait un risque derrière tout ça. Et que ce risque devenait pour moi beaucoup plus important à partir du moment où on vivait des temps très très tendus, notamment au niveau géopolitique, notamment avec les bourses qui s'écrasent, etc. Les marchés traditionnels. Et j'en avais parlé. Et vous voyez, finalement, comme je dis, je l'ai dit dans ma vidéo que j'ai fait le lendemain d'ailleurs de tout ce qui s'est passé, celle de la semaine dernière, où je disais c'est les cordonniers les plus mal chaussés, c'est-à-dire que moi-même ayant annoncé ça, quand même, dans les semaines qui ont suivi, quand j'ai vu que les choses finalement se tassaient, que c'était peut-être qu'on allait aller sur une guerre qui allait peut-être durer, que finalement les marchés allaient s'habituer à ça, comme ils s'habituent à tout. Et je me suis dit, bon, on va regarder quand même, il y a Encore Protocol qui est pas mal. Et ben voilà. Donc voilà, méfiez-vous de votre cupidité. Et surtout, j'ai vu passer des news comme quoi il y aurait eu 22 suicides. Oui. Bon, je sais pas, j'ai pas cherché, je sais pas si c'est avéré. Moi non plus, on en a aucune preuve. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des suicides suite à ce qui s'est passé. C'est certain, puisqu'il y en a eu aux chutes, à chaque fois que les marchés traditionnels s'écrasent, il y en a toujours. Mais là, ça sous-entend que des gens se sont mis à des niveaux qu'ils ne pouvaient pas finalement tenir.
que ce soit parce qu'ils ont mis trop de leurs effets personnels, ou bien tout simplement ils se sont mis trop en leverage, là encore par une cupidité, alors là encore plus dingue. J'avoue que moi, perso, les cryptos, jamais, à part vraiment dans des rares circonstances, je me mets en effet de levier. Se mettre en effet de levier sur des valeurs comme, à la limite qu'on se mette en effet de levier sur le Bitcoin, dans certains cas, je peux le comprendre, mais alors sur des valeurs comme Luna, etc., faut être sacrément... Voilà. Je pense qu'il faut être extrêmement expérimenté, en fait. Ou alors on sait, c'est toujours pareil. Voilà. C'est vrai que si vous êtes en effet de levier, vous savez que vous avez un moment où vous sautez. Si ce niveau auquel vous sautez vous permet de vous dire, bon, bah, j'ai perdu, j'ai joué, j'ai perdu, pas de problème. C'est toujours pareil. Mais que des gens se suicident à la suite de ce genre d'événements, là, ça vous montre que parfois la cupidité peut vous amener très très loin. Voilà. J'ai vu passer des tweets avec des gens qui étaient en négatif, ils avaient été en long avec levier sur Luna, par montage de stop loss sur les futurs, et qui a été en négatif de millions, quoi. En fait. Ouais. Alors, franchement, je connais pas, en fait, les futurs au niveau de Binance, etc. J'ai jamais touché aux effets de levier, etc. Ouais. Est-ce que vraiment, tu vois, ils sont en dette, du coup? Non, alors, le truc, c'est d'être en négatif. Alors, c'est vrai que la vitesse à laquelle l'histoire du Luna est arrivée, évidemment, ça peut créer des situations où même les plateformes n'ont pas le temps de se couvrir. Tu sais que normalement, quand tu es en effet de levier... Oui, c'est pour ça, là. Là, il faut faire gaffe. Hein. Bah, c'est vendu automatiquement. L'ennui, c'est que là, et là, ça peut nous amener d'ailleurs au sujet sur la CeFi, et dont j'ai là aussi parlé, c'est que moi qui ai été un ambassadeur Celsius, et je reste j'aime beaucoup ce qu'a fait Celsius, donc je ne crache vraiment pas dans la soupe. Je dis juste qu'il y a des risques, et que des plateformes maintenant comme Celsius, Nexo, Crypto.com, etc., que vraiment que j'affectionne, hein, je ne vais pas dire le contraire, j'affectionne. Pareillement. Voilà, prenons le cas de Celsius. Celsius proposait du Luna. Vous le savez, Celsius vous propose de faire des emprunts. Donc le jour où vous, en tant qu'internaute, vous dites j'ai des Luna, moi-même j'ai fait des emprunts sur Celsius. C'est très pratique. Alors je sais qu'en France, je crois la fonctionnalité emprunt n'est pas disponible sur Celsius. Voilà. Donc je ne sais pas si des internautes français, je sais qu'il y en a beaucoup qui nous regardent, peuvent emprunter sur Celsius, mais bon, là n'est pas la question. Quand vous empruntez, ils vous prennent un collatéral. Quand c'est des bitcoins, il y a une certaine volatilité. À un certain niveau, si le bitcoin baisse, évidemment, ils vous font des appels de marge. C'est-à-dire que si votre prêt est couvert par 4 fois plus de collatéral, vous êtes très très safe. Celsius est très très safe. Et puis quand ça baisse, ça divise par 2, vous n'êtes plus couvert qu'à hauteur de 2 fois votre emprunt. Et là, Celsius est évidemment un peu moins safe. Donc, ils peuvent vous envoyer un mail, attention, etc. Et quand vous arrivez à un niveau où ça se rapproche, hein, et le LTV, le loan to value, n'arrête pas de monter, vous vous retrouvez à 80%, là, ils vous font sauter. C'est-à-dire qu'ils vont vendre automatiquement, si vous ne faites rien. Si vous faites rien. Bien sûr, si vous intervenez, que vous rajoutez du collatéral, ou bien que vous remboursez votre emprunt, pas de problème. Votre prêt, il ne va pas sauter. Mais évidemment, si vous ne faites rien et que vous n'avez pas les moyens de faire quelque chose, hein, c'est bien souvent le cas, Celsius va automatiquement vendre votre collatéral, évidemment au pire moment, hein, c'est-à-dire quand ça baisse très fort, et pour pouvoir couvrir le prêt. Alors, sur le papier... le cas avec l'Ethereum en mars 2020, c'était sur Maker, exactement. avec des gens qui avaient été liquidés et qui étaient dégoûtés. Dégoûtés. Ils ont été liquidés au pire instant, bien sûr. Mais ça, c'est le jeu et c'est bien sûr la seule chose qui fait que ces protocoles peuvent vivre et peuvent survivre. Alors maintenant, prenons le cas de Luna. Quelqu'un qui aurait fait un emprunt exactement de la même façon, au lieu de mettre des bitcoins, alors la question c'est que je ne sais pas si c'était possible de mettre des Luna en collatéral, mais je ne serais pas surpris que oui. J'avoue que comme je ne l'ai pas fait, j'en sais rien. Mais je sais que Luna a été sur le wallet de Celsius, donc je ne serais pas surpris que c'était possible. C'est pas surprenant qu'on puisse le faire. Hein. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de raison parce que je crois que quasiment tous leurs cryptos sont susceptibles d'être versés en collatéral. Pas tous, mais quasiment. Alors admettons, mais en tout cas, je vous donne juste cet exemple, c'est que le Luna, vu la vitesse à laquelle c'est descendu, en aucun cas, Celsius n'a été en mesure de prévenir et d'envoyer les mails, de récupérer la totalité de sa perte. C'est impossible. Ouais. On s'est retrouvé avec le Luna de 100 à... C'est délirant. À combien 3 jours. Mais c'est tombé à 0,0000. Ouais, ça, c'était après. Ouais, et sur le premier jour, c'est tombé, le premier jour, c'est tombé à $25. Déjà, on était tous subjugués. Hein.
Rien que ça, si vous voulez, ça vous montre qu'avec un marché aussi volatile que les cryptos, le modèle de Celsius, le modèle de ces plateformes, attention. Il y a un enjeu, c'est clair. Attention. C'est clair. Pour ma part, ouais, j'ai tout sorti de la CFI. Voilà, alors après. Sauf Nexo, parce que il y a des contrats où j'attends le 2 juin. On fait comme ils appellent des fixed terms. Oui, c'est ça. Donc pensez à les désactiver le renouvellement automatique. Hein. Moi j'ai désactivé le renouvellement automatique, donc pensez à le faire. Je me suis fait avoir une fois sur Nexo. Je ne savais pas que c'était activé par défaut. Oui. Et je me suis retrouvé rebalancé sur 3 mois. Bon. Après, non, on ne va pas non plus paniquer tout le monde. Il faut quand même être clair. Je reste confiant et sur Celsius, et sur Nexo, et sur Crypto.com. C'est-à-dire que ce sont des sociétés qui n'ont vraiment... Alors, leur dernier intérêt, si vous voulez, c'est que ça parte en vrille. Hein, c'est-à-dire, ils feront tout pour pas que ça parte en vrille. Donc, ils vont tenir le coup, je pense. J'ai vu le dernier AMA de Mashinsky vendredi. Celui-là, je l'ai regardé. Où il explique... Alors, il ne va pas trop dans le détail. Hein, donc, moi, Alex Mashinsky, je l'aime bien. J'ai vu le tweet, on disait « Nous ne sommes pas exposés au Luna ». Il parle juste du Luna, il ne parle pas de l'UST. Hein. Voilà. Hein. Donc, ils ne rentrent pas trop dans le détail. On sait qu'ils avaient de l'argent sur Encore. Mais a priori, ce que j'ai lu après, c'est qu'ils l'auraient sorti 2 jours avant. Alors ça, c'est extraordinaire. Mais a priori, c'est vrai. Sur la blockchain, ça se voit. Okay. Après, c'est une bonne gestion parce qu'il y a le DPEG qui a commencé à... Tu vois, la liquidité alors, je ne suis pas ultra féru du fonctionnement de l'Encore protocole, etc. Moi, j'avais mis sur Binance. Je me suis dit, bon, je le casse sur Binance, voilà. Et oui, effectivement, moi, je sais qu'il y en a dans ma communauté qui ont commencé à diminuer l'exposition quand ils ont vu que les réserves diminuaient. Quoi. Voilà. Exactement. Ce que n'a pas fait Just Mining. On va en parler parce que moi, j'ai été impacté par Just Mining. J'ai vu par toi, j'ai compris qu'il y avait des gens qui étaient impactés. Là, d'ailleurs, évidemment, Asher, que tout le monde connaît, on se dit, bah oui, j'arrête pas de le voir sur BFM TV, il était avec Sizi, etc. On se dit, oula, il devient mainstream, notre ami Asher. Et puis bah, finalement, il se retrouve pris dans les turbulences. Alors, je pense que le personnage est vraiment fait tout pour mais vous savez, il y a un moment donné, même avec la meilleure volonté du monde, face à des faillites, face à des problématiques, vous ne pouvez pas tout résoudre, même si vous êtes totalement de bonne foi, que sincèrement, vous n'avez pas du tout envie de faire de mal. On a tous nos limites d'action. C'est clair et net. Hein. Donc il est dans ce business. Je pense que les gens qui ont... Mais ça, peut-être toi, tu vas raconter un peu cette histoire-là, hein, ce qui s'est passé avec Just Mining. Alors, effectivement, moi j'étais sur Binance, donc en contrat aussi bloqué pour 1 mois. J'ai capté qu'on pouvait débloquer le contrat et perdre les intérêts acquis je ne sais plus, 24 ou 48 heures après. Donc j'ai fait la demande de redeem. Et là, tu parles de quoi Sur Binance. Ouais. J'ai fait la demande de récupération. Et puis après ça a continué à descendre. Donc j'ai attendu, j'avais mis un ordre à 0,69. Et puis je suis sorti. C'est monté, en fait, je suivais le truc depuis mon téléphone. J'ai vu, ok, c'est remonté à 0,61. Est-ce que les 0,08 valent le risque de tout perdre? Je me suis dit non, ok, je suis allé sur Binance, j'ai tout vendu 5 minutes après. Ça tombait, ça remontait plus jamais. Quoi. Tu parles de l'UST là? Ouais, l'UST. Mais tu t'en sors très bien. Ah oui, je m'en sors très bien. J'ai mis 20 000. J'ai récupéré un peu plus de 12 000. Ouais, mais tu t'en sors, c'est excellent. Non, parce que moi, j'ai rien récupéré. Hein. Moi, pour être Nada. Ouais. Ah, mais encore, je peux pas sortir du truc. Là, tu peux maintenant. L'UST, BUSD, ils ont réouvert. Oui, mais je peux pas sortir encore protocole. Ah, mais c'est vrai. Je pouvais pas. Toi, t'es complètement bloqué. Je pouvais pas sortir du truc. Donc pour moi, soit c'est tout perdu. Bon, moi, j'ai fait une croix dessus, hein, très clairement. Mais soit je me dis avec le projet de refaire revivre le Luna. Oui. Allez savoir. Vous savez, dans les cryptos. Hein, tout est possible. Tout est possible. Voilà. Tout est possible. Donc, j'y crois peu. Pour Just Mining, moi je pensais être du coup exposé uniquement à l'UST sur ces 20K que j'avais mis sur Binance du coup. Et au niveau de Just Mining, j'avais mis 30K sur leur produit de lending. Et puis en fait, je crois que c'était mardi dans la journée. Je crois que le mail a été reçu mardi soir. Mardi dans la journée. Je commence à me dire, moi, je vais sortir tout des plateformes de CFI, tout, je sors tout ce que je peux.
on attend que la poussière retombe, ça permettra de faire apparaître les cadavres, hein, puis après on se redéploiera. Et donc, Just Mining, j'ai fait la demande de retrait. Et le soir, je reçois le mail disant ok, on a exposé à 40% sur l'UST. Vous devez faire le choix de soit laisser, et viendra que pourra, voilà. Soit de faire la demande de retrait, et au moment où vous faites la demande de retrait, on vous dit combien vous perdez en clair. J'ai vu qu'il mettait un plafond, il est vraiment sur $1 800. Ouais, $1 250 de couvert. Bon, bah, tant mieux si ça fait 73% du utilisateur, c'est très bien pour eux. Moi, par contre, c'était plus. Donc, j'ai fait la demande de retrait quelques heures avant qu'il fasse cette annonce-là. Je me dis, bon, bah, on va voir ce qui va se passer, quoi. Et donc, j'attendais, j'avais le timing pour le temps restant pour mon retrait, donc que je voyais sur la voiture Just Mining. Et donc le lendemain, je me connecte, je vais voir ma demande de retrait qui devait être arrivée à expiration pour voir, ok, est-ce que j'ai récupéré mon argent. Et là, demande de retrait disparue. Aucune trace, nulle part, pas de mail, rien, nada, évaporé. Et heureusement le matin, j'avais fait une vidéo sur YouTube où je parlais de, ok, moi comment j'étais exposé, et j'avais filmé mon écran avec Just Mining où il y avait écrit 29 000 et quelques dollars, demande de retrait en cours. Donc du coup là je leur fais un mail en disant bah, écoutez, moi je comprends pas, ma demande de retrait a été annulée unilatéralement, c'est pas normal. J'ai une vidéo, je leur envoie le timestamp, je disais voilà j'ai fait une vidéo YouTube, vous voyez ma demande de retrait était bien active, je n'ai plus aucune trace nulle part. Donc je demande à minima, parce que là du coup j'ai dû refaire la demande de retrait mais j'avais perdu beaucoup plus. Et je leur demande à minima, moi je prends mes responsabilités, j'ai choisi de faire le placement, je suis en perte, il n'y a pas de souci. Par contre, le fait que vous ayez annulé ma demande de retrait et que je n'ai pas pu du coup faire la demande de retrait plus tôt, si vous deviez l'annuler, il fallait l'annuler tout de suite, faire un mail pour dire ok, vous devez aller refaire la demande de retrait. Ou à ce moment-là, du coup, j'ai pas pu la faire et du coup acter la perte. Quoi. Donc je leur demande, vous me compensez sur la différence, quoi. Ça me paraît, ok, je prends ma responsabilité. Bon, prenez les vôtres aussi. Et donc il y a eu quelques échanges d'emails où clair je disais non, je vais pas en démordre là, j'ai un truc qui est pro, etc. Et puis finalement ils ont dit, ok, pour tous ceux qui ont demandé, qui a été ultra juste, ultra fair de leur part, franchement, ils ont dit tous ceux qui avaient fait la demande de retrait avant, vous récupérez l'argent à 0,78, au plus haut qu'il y a eu pendant les nuits. Entre le moment où ils ont fait l'annonce et voilà, ultra fair. Ça fait que sur les 30 000, j'ai perdu, je sais plus, un peu plus de 1500. Non mais attends, franchement, tu t'en sors comme un chef. Je m'en sors très bien, quoi. Alors comme un chef, j'ai perdu quand même de l'argent, mais je m'en sors très très bien. Et du coup, voilà, j'ai attendu à mon trajectoire de faire le retrait de Just Mining vers Binance. Maintenant, là, j'ai même retiré, là, j'ai fait un virement ce matin de Coinbase vers les comptes courants pour sortir plus en fiat. Attendre. Tu sors en fiat? Ah ouais, là, je sors, j'ai sorti quand même plus de fiat. Je diminue mon exposition au monde crypto. Alors moi, tu vois. Au niveau des stablecoins. Ok. Voilà. Okay. Tout ce qui est en mode HODL, Bitcoin et Ethereum, et bon, j'ai aussi du FTT et je sais plus quoi d'autre. Ça par contre, c'est du HODL, je garde et puis on attend quelques années, quoi. Ouais. Mais tu les mets où du coup? Et là, du coup, c'est en sécurisation, cold wallet, soft wallet. Sur des wallets privés, quoi. Ouais, wallet privé. Là, c'est en cours, quoi. Je dois avouer que j'ai pas fini de le faire, quoi. Ok. Parce que il y en a un peu partout. J'ai dispatché sur différentes plateformes pour éviter que d'avoir tout sur Binance ou tout sur FTX ou tout sur Bitstamp ou Kraken, etc. Donc maintenant, j'aspire sur les différents trucs pour sécuriser. Alors, je crois que ça, c'est un sujet qui est très important, en tout cas pour ceux qui nous suivent. Moi, je suis dans les cryptos depuis assez longtemps, c'est-à-dire depuis fin 2015, début 2016. Donc, moi, il ne faut pas oublier que le début des cryptos et la grande promesse des cryptos, c'était de rendre les gens souverains, ce que j'appelle la souveraineté individuelle, et qui n'est accessible que lorsqu'on comprend qu'on est directement propriétaire de ces cryptos sans avoir un tiers qui les contrôle. Parce que finalement, avec toutes ces situations de plateforme, n'oubliez pas que vous êtes dans la même situation qu'avec l'argent à la banque. Exactement. C'est-à-dire qu'un tiers
qui n'est pas vous, contrôle vos cryptos. Que ce soit Celsius, que ce soit Nexo, que ce soit Binance, que ce soit... Alors, certains, on va avoir plus confiance que d'autres, c'est clair. Moi, par exemple, à titre personnel, vous voyez, Binance, vraiment, je considère que c'est quelque chose, pour moi, qui me semble, parmi toutes les plateformes, c'est peut-être celle que je sens dans laquelle j'ai le plus confiance. Voilà. Ouais. Voilà. Parce qu'ils sont énormes. Parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Parce que voilà, j'aime leur philosophie, etc. Bon. Mais ça, ce ne sont que des opinions. Et au fond, on n'en sait rien. Dès lors que vous avez vos cryptos sur des wallets privés, sur des vrais wallets, ceux qu'on avait il y a 5 ans, je veux vous dire, moi en 2016-2017, la DeFi, ça n'existait pas. Donc de toute façon, vous investissiez dans la crypto, il n'était pas. L'idée même de gagner des intérêts sur de la crypto, c'était saugrenu, quoi, comme idée. Hein. Ça n'existait pas. Donc, on fonctionnait avec des wallets privés. Et moi, à l'époque, j'avais très bien compris que dès que j'avais acheté des cryptos sur une plateforme, à l'époque c'était Kraken d'ailleurs, au tout début, ben, je les sortais et je les mettais sur mes wallets. Et ce qui est amusant, et là encore, je ramène un petit peu ça à la cupidité dont on parlait tout à l'heure, c'est que, évidemment, avec la DeFi et avec tout ce qui se passait, c'était une révolution. Et là, finalement, mes cryptos ont quitté mes wallets privés et ont quitté ma souveraineté individuelle pour revenir finalement s'installer, alors soit sur de la CeFi, où là on confie ça à des tiers, soit sur de la DeFi direct, comme Encore Protocol, qu'en est un excellent exemple, où là évidemment vous le contrôlez vous-même, donc vous contrôlez vos clés, mais vous les avez mises quand même à disposition de protocoles algorithmiques, voilà, qui à un moment donné, alors c'est pas l'algorithme qui a pété en l'occurrence, c'est qu'on a été victime d'une attaque. Bon. Il semblerait, oui. Voilà. Il semblerait. Mais ça nous amène donc au sujet. Aujourd'hui, je pense qu'il est quand même temps pour chacun de bien réfléchir à la façon dont il gère tout ça. Donc je vois que Cédric, toi, tu as décidé finalement de revenir à des fiat. Temporairement, en tout cas, sur une partie. Bah, j'entends bien. Mais tu vois, moi, diminuer la partie de stablecoin. Moi, sur les stablecoins, je reste, en revanche, j'ai quasiment pas de doute sur USDC et BUSD. C'est sûr que ça semble les moins risqués. Voilà. Donc ces deux coins-là, il n'y a rien qui vous empêche de les mettre, comme je l'ai fait d'ailleurs, de les mettre de côté, c'est-à-dire d'oublier vos rendements sur ces coins-là, comme vous le faites si vous revenez en fiat. Hein. Quand tu reviens en fiat, tu n'as plus de rendement non plus. Hein, parce que... Alors, moi, ce que je vais faire, c'est le diversifier en obligations américaines indexées à l'inflation. Ouais. Voilà. En court terme. Okay. Voilà, donc je vais faire ça. Au moins, c'est toujours mieux que du fiat. Mais quelle obligation américaine est indexée à l'inflation La vraie inflation Oui, c'est l'inflation officielle. Voilà. Alors, est-ce que c'est la vraie inflation? Ça, c'est un autre débat. Non, mais c'est intéressant, ça, les obligations. Je te donnerai le nom, je l'ai noté, parce que hier, j'étais avec d'autres investisseurs où on discutait. Et du coup, il y en a un qui m'a donné le nom d'un produit qu'il utilise pour se mettre en obligation américaine court terme indexée à l'inflation. Donc c'est toujours mieux que du fiat. C'est marrant, j'avais vu passer une news là-dessus il y a un an, mais je me suis pas forcément intéressé à ça. Donc voilà, ça c'est peut-être une très bonne idée. Je te donne le nom. Ouais. Et sinon, d'avoir même des stablecoins, vous savez, vous les mettez sur des wallets privés. Alors je vous le dis, j'utilise un wallet, mais il y en a plein. Hein. Vous avez pour Bitcoin, vous avez Electrum qui est quand même très très sécurisé. Mais personnellement, j'aime beaucoup un wallet qui s'appelle Exodus. Et que j'utilisais à l'époque. Ils ont pas mal évolué. Vous avez toutes les cryptos dessus, vous avez vos clés privées. Exodus, honnêtement, une fois que vous avez vos cryptos là-dessus, vous dites, c'est comme un coffre-fort, quoi. C'est fini. Vous êtes à l'abri, au moins tout ce qui est dessus. On est à l'abri tant qu'on ne perd pas sa clé, tant que... Exactement. Voilà. Donc là, c'est d'autres types de risques que vous avez à gérer, qui sont des risques liés à la responsabilité. C'est ça. Je pense que c'est bien quand même d'avoir même une diversification entre cold wallet, soft wallet et plateforme. Parce que l'avantage quand même des plateformes, c'est que ça nous crée une sécurité. Moi je pense aussi à ce côté, parce que j'ai un ami d'ailleurs avec qui j'ai eu une discussion il y a de ça 2 semaines, qui lui s'est fait braquer chez lui pendant la nuit. Oula. Ouais. Ah oui. Et moi j'y pense. Moi j'y pense à ça. Ok, ils viennent chez moi, c'est clair. Et donc Ils lui ont demandé ses codes. Ouais. Ils ont demandé. C'est où ça? En France, à Lille. Ouais. On en parlera quoi. Ouais. Et on en parlera hors vidéo. Voilà. Ok. Et oui, il a eu peur. Genre quelques jours après Asher. C'était quelques jours après Asher. Et... Là, dans les derniers jours. Non, c'était il y a déjà un moment, hein, mais c'était un peu après Asher.
en fait. Qu'est-ce que tu veux dire après Asher? Asher, il s'est fait braquer chez lui. Vous avez vu ça? Non. Bah, lui, il s'en est bien sorti puisqu'il a repoussé l'assaillant, il a fermé, et il y a quelqu'un qui était venu braquer Asher chez lui. Il en avait parlé sur Twitter, etc. Et le gars en question connaît aussi d'ailleurs Asher, et quelques jours après que ça soit arrivé à Asher, c'est lui arrivé aussi chez lui. À 1h du mat, on vient de sonner chez lui, il regarde par Judas, il voit une femme, il dit bon, qu'est-ce que c'est? Il ouvre la porte, il se rend compte que c'est un mec déguisé en femme, avec un gars cagoulé à côté. Enfin bon. Oh là là. Bon, ok. Donc voilà, dans le cadre aussi, parce qu'il y a ça, hein, moi j'y pense, hein, aux attaques physiques. Ça, c'est vrai. Et j'ai mis en place des sécurités à ce niveau-là, société de sécurité, etc. pour, s'il y a un truc qui arrive, il faut y penser. Et dans ce cas-là, ce qui est bien, c'est d'avoir aussi son argent sur des exchanges, c'est que typiquement, crypto.com, tu rajoutes un wallet, une sortie de wallet externe, tu as des codes de validation. Et ce que moi j'ai mis en place. Il faut 24 heures. Ouais. Alors, il y a 24 heures, et surtout moi j'ai un des codes de validation. En fait, c'est un ami qui a accès au code. Donc il sait que si je l'appelle au milieu de la nuit ou que c'est bizarre ou quoi que ce soit, il ne me donnera pas le code, quoi. Donc ça, c'est aussi un moyen en fait, de se code. Si tu as un flingue sur la tête... Là, on a mis un truc en place, il me le donne de toute façon pas tout de suite, il me le renvoie plus tard, il y a une contre-mesure. Okay. Mais il y a des choses à mettre en place. Alors, bien sûr, on met ça en place quand il y a des montants un peu et puis on parle là de situations assez extrêmes. Alors évidemment, ça peut faire rigoler. Des gens qui viennent sur... Il y a toute une... En France, là, en ce moment, c'est ce que me disait mon ami en question, puisqu'il était bien sûr les flics, etc. Et il disait que il y avait toute une campagne de vol comme ça en France qui ciblait les gens qui avaient été touchés par la base de données Ledger qui avait été... oui, c'est vrai qu'il y a eu cette histoire-là. Ouais. Mais après, c'est très facile d'aller sur YouTube, c'est-à-dire c'est vrai que si on annonce sur YouTube combien on a de crypto, etc. Et puis, c'est un risque, c'est clair. Avec vous savez, les gens savent où vous habitez, etc. Il y a évidemment un petit côté. Et voilà, couplé avec effectivement la fuite Ledger, là ça a été. C'est marrant, ça c'est un sujet, c'est vrai que là je l'ai pas. C'est un sujet auquel je pensais à l'époque. Je me suis dit, bon, c'est fou parce que les cryptos aujourd'hui, évidemment, quand vous avez cette responsabilité. Mais je disais toujours ça, avec la liberté viennent de grandes responsabilités. Et quand vous avez la responsabilité de votre sécurité absolue, oui, c'est vrai que quelqu'un vient vous braquer vos cryptos, si vous en avez les clés privées, une fois que c'est transféré sur un autre wallet, c'est fini. Personne ne pourra vous sauver. Quelqu'un vient vous braquer en vous demandant votre code bancaire, vous allez toujours, vous savez que de toute façon, il ne va pas faire grand-chose. Hein. Vous allez transférer de l'argent de votre banque vers un autre compte, ça va être facile de prouver que... Surtout que dès que c'est des montants un peu importants, c'est bloqué. Non, c'est bloqué. Non, alors, c'est vrai que ça peut donner ce côté, mais voilà. Typiquement Celsius aussi, effectivement, il y a les 24 heures de validation, il y a plusieurs plateformes. Donc, je trouve que quand même d'avoir aussi une diversification, alors éclairée autant que possible sur des plateformes qui sont pas sulfureuses, quoi. C'est encore un autre niveau de sécurité. On en revient au côté 1000 pattes, hein, une patte qui casse, il y a toujours 999. Ouais. Donc là, je te rejoins tout à fait. Et donc, vous voyez, c'est toujours pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Bon, le problème d'une plateforme, en fait, ce qui c'est un peu l'histoire bancaire, c'est que vous savez très bien, si demain il y avait une catastrophe en France ou en Europe, la première chose qu'ils vont faire, c'est vous empêcher de sortir votre argent. Je veux dire, on l'a vu en Grèce, on en parlait tout à l'heure. On l'a vu à Chypre, voilà, en 2010. Ensuite, ça s'est propagé. La Grèce, pendant quasiment 2 ans, ils ne pouvaient plus sortir leurs euros de leur pays. Je l'ai bien vécu, puisque moi j'ai des origines grecques et j'ai de la famille en Grèce, donc je sais très bien de quoi il s'agit. Donc tout est possible, si vous voulez. Demain, vous êtes en France en vous disant je suis tranquille, mais vos euros, vous ne pouvez plus les sortir. Ou au pire, la loi, je vous rappelle, les lois Sapin 2 qui ont été votées juste avant que Hollande quitte la présidence et qui prévoient le gel de toutes les assurances vie, en cas de n'importe quel pépin, vous vous retrouvez en fait prisonnier de tiers qui en fait ont votre argent. Donc on est toujours face à cette philosophie, et là on pourra en discuter des heures, donc on ne peut pas conclure, mais c'est très simple. Soit on est libre et on est responsable, soit on accepte pour de la sécurité de donner sa liberté et donc finalement de confier à d'autres
la gestion de sa sécurité. Et c'est finalement ce que disait, je crois que c'était Jefferson, mais bon, c'était le président qui disait « Ceux qui sont prêts à sacrifier leur liberté pour un peu de sécurité finiront par n'avoir ni l'un ni l'autre. » Et moi, cette phrase-là, pour moi, elle est très importante. C'est une phrase qui fait pour moi beaucoup de sens parce que on le voit avec le Covid, on le voit, c'est-à-dire plus vous dites j'ai peur, donc je veux la sécurité, vous allez tout donner, tout abandonner, mais ils ne le rendent jamais. Et là, et donc c'est un choix à faire. C'est un choix à faire. Mais cela dit, voilà, je suis tout à fait d'accord. D'où nous, d'ailleurs, pour la raison pour laquelle on est parti. Ben, bien sûr, c'est clair, bien sûr. C'est plus, enfin bon, alors, pardon, je le dis pas pour toi, mais pour ma part, c'est plus de la fuite qu'autre chose. C'est concrètement, moi, quand on a la valeur liberté intrinsèque qui est forte, on le voit comme un danger d'atteinte personnelle à son identité. Ah oui, oui. Et donc on réagit, ok, ben, combat, sidération, fuite. Ouais. Bon, bah, c'est clair. Non, c'est très clair. Non, mais moi aussi, je suis parti pour des raisons analogues, hein, mais je suis parti un peu avant. Moi, j'ai pas vu venir toute la folie dans laquelle on vit depuis 2 ans. Non, ça, je ne pouvais pas le savoir, mais je voyais bien que la France, elle est sur une pente dramatique. Dramatique. Bon, mais là, après, c'est des sujets plus macro-politiques, etc. Voilà, donc maintenant, revenons, je dirais, à ce qu'on disait. Il y a un autre point que je voulais aborder, qui était là aussi que j'ai abordé récemment, dans pas mal de vidéos, qui est le fait qu'aujourd'hui, la question à mon avis, on doit se poser, quand on est full crypto, hein, après, pour des gens qui sont... Moi, je suis assez full crypto au niveau... mes actifs liquides, c'est crypto. J'avoue, je ne laisse plus rien en banque, etc. Donc oui, maintenant, les questions, c'est c'est ce que je suis en train d'expliquer, comment finalement je vais diversifier entre des wallets privés, pas des wallets privés, des stablecoins, des bitcoins ou d'autres cryptos, etc. Un point qui est quand même intéressant dont on parlait tout à l'heure, et là tu pourras donner ton avis là-dessus, c'est que moi aujourd'hui, je me rends compte que finalement, ce que je disais il y a quelques mois d'ailleurs, c'est que quand on est un bitcoin quasi maximaliste, comme je le suis, hein, je vais pas le nier, je ne suis pas un maximaliste parce que j'attache beaucoup de valeur à d'autres cryptos, mais le bitcoin pour moi, je l'ai déjà dit souvent, je le mets un peu à part, il est devenu comme un or digital. Quand on est comme ça et que je me dis, je vis entre guillemets avec le bitcoin standard, tu te souviens qu'on avait fait une vidéo ensemble sur ce sujet? C'est vrai que ça continue de me travailler. Ça ne veut absolument pas dire que je mets tout en bitcoin, avec ce danger évidemment qui est à un moment donné de dire, puisque je vis avec des bitcoins, obligatoirement va arriver le moment où je vais devoir en vendre, et évidemment en vendre maintenant ou à des moments où c'est basse, c'est pas du tout quelque chose de souhaitable. Ça veut dire que j'ai évidemment une grosse partie en bitcoin, mais j'ai une partie en dollars. En stable dollar. Alors, quelle que soit la façon, ça peut être du fiat, hein, mais en tout cas que j'ai une partie en dollars. Et ces deux valeurs, pour moi, c'est là où ça rend assez serein. C'est quand vous avez les deux, alors spécialement quand vous êtes en Europe, vous vous en êtes rendu compte, c'est que les dollars, aujourd'hui le dollar index il est au plus haut, il est au plus haut par rapport à toutes les autres monnaies, et regardez combien le dollar a pris par rapport à l'euro dans les 3-4 derniers mois. Enfin, c'est un truc de fou. Je veux dire, si vous vivez en Europe, rien qu'en ayant des dollars, vous avez déjà fait 20 ou 25%. Donc là, on parle de choses assez importantes quand même. Hein. Et au final, quand vous avez ces deux choses, ce que j'aime bien, c'est que comme elles sont littéralement opposées, le mot opposé n'est pas très beau, mais je ne trouve pas d'autre mot à dire, elles sont corrélées inversement. Le dollar et le bitcoin sont totalement corrélés inversement. Et c'est en cela que j'aime bien avoir les deux, et d'avoir toujours, finalement, dans mon wallet, une somme en dollars qui me permet de me dire, j'ai devant moi au minimum 2 ans, sans que j'ai besoin, je sais que je n'ai pas besoin de toucher à mes bitcoins. Et mes bitcoins restent ma réserve de valeur sur laquelle, sur le moyen et long terme, je continue à avoir une vision ultra boule, je vais le dire clairement, ultra positive. Voilà, après, ça reste un pari, il y a toujours des risques. Peut-être je me trompe, et puis je reviendrai vous le dire. Le bitcoin est à 0, c'est fini. Ok, c'est fini. Ben dans ce cas-là, je resterai avec mes dollars. Voilà. Et de l'or. Voilà, alors Cédric, l'or, on en a parlé. J'ai été un fou de l'or, j'ai acheté de l'or, je ne l'ai jamais vendu, je ne le vendrai jamais. Mais c'était il y a quelques années, et c'était avant que je rentre dans le bitcoin. Donc pour moi, le bitcoin a des propriétés, on en a déjà parlé aussi, qui sont supérieures à l'or. Mais c'est différent quand même. Hein. On compare beaucoup. Oui, il y a certaines choses qui. Ça reste quand même différent. Enfin, l'or, on est sur un truc qui a de la confiance, qui est ancré dans la
culture, l'esprit, je dirais, de peuple, en fait, à travers le monde depuis des milliers d'années. Donc c'est quand même bon. Et là où, je te rejoins, 5000 ans d'histoire, les banques centrales aujourd'hui qui en sont gavées, qui en achètent, on voit bien que la banque centrale russe, les Russes aujourd'hui ont un rouble, regardez le rouble comment il se comporte, c'est exceptionnel. Donc le rouble est à des niveaux de 2017, il est quasiment à ses plus hauts de 2017, c'est-à-dire on parle même avant la crise. Pourquoi? Parce que le rouble devient une monnaie baquée par l'or. Puis là, ils nous font marrer aussi, les Bruno Le Maire. On va détruire l'économie russe. Non, ils se détruisent eux-mêmes. Regarde la gueule de ton euro là. C'est ahurissant. C'est ahurissant. Non, mais ce qui se passe en France, ça c'est un autre sujet. On pourrait faire une autre. En Europe aussi. Ouais, mais la France, ce qui est amusant, c'est que l'Europe est dans une situation dramatique, mais j'ai l'impression toujours. La France arrive toujours à faire pire. C'est-à-dire, c'est vraiment. Elle réunit. Elle reste quand même la moins mauvaise élève des mauvais élèves. On va dire. Oui, la moins mauvaise élève des mauvais élèves. Oui. Si on prend. C'est vrai que la Grèce, bon, il faut être honnête, la Grèce a évidemment beaucoup plus souffert que la France. Les Français, mais c'est ça le problème, c'est que finalement les Grecs sont beaucoup plus résilients, ils savent à quoi s'attendre. Vous savez, aujourd'hui, un Grec, en Grèce, malgré toutes les catastrophes qu'ils ont eues, ils sont encore là. Honnêtement, si la France devait passer par quoi la Grèce est passée, je ne sais pas où on en serait. Je pense en aucun cas qu'on aurait la stabilité qu'il y a en Grèce aujourd'hui. En aucun cas. Je veux dire, je vois les images. La France serait en... De toute façon, globalement, les Grecs n'ont jamais été dans un système d'État-providence comme la France l'est. Globalement, en Grèce, je ne vais pas dire c'est marche ou crève, c'est une société, bon, on ne va pas parler de la Grèce, mais c'est une société différente dans le sens où si vous ne faites rien, si vous n'avez pas grand-chose que l'État va vous donner. La France, aujourd'hui, elle est tellement habituée à recevoir que demain, si la France n'a plus accès à la planche à billets, mais c'est une révolution. Une révolution. Et ça va saigner. Ça peut saigner. Ouais, ça peut saigner, clairement. Donc venez à Maurice. Tu rigoles, mais il y a du monde qui arrive. Il y a beaucoup de monde qui arrive. Je le vois. Oui, d'ailleurs, vous le savez, moi je propose de faire les papiers. J'ai eu énormément ces dernières semaines, j'ai eu énormément de contacts pour des gens qui veulent s'installer à Maurice, c'est clair. Et Maurice, là encore, est un excellent exemple. Maurice, une petite île qui n'a pas de ressources, où les gens ont réussi quand même à se construire un niveau de vie, somme toute, extrêmement élevé par rapport au potentiel. Vous regardez la région africaine, Maurice, c'est exceptionnel par rapport au reste des pays d'Afrique. Je dois avouer que je connais pas. Je peux pas comparer. Et finalement, une société résiliente. Et ici, à Maurice, très clairement, c'est marche ou crève. Vous avez vous avez un tir. Voilà, il y a une assurance santé pour tous les Mauriciens, toute gratuite. Donc ça, c'est assez impressionnant quand même. Mais bon, c'est un niveau... vous allez dans les hôpitaux publics, ça peut repousser certains Européens, c'est sûr. C'est sûr, c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes niveaux, les mêmes standards. Les mêmes standards, clairement. Mais ils ont accès. Non, mais ils ont accès, ça reste quand même très potable. Et globalement, vous avez une société où les gens travaillent. Si vous voulez de l'argent, vous travaillez. Donc ça donne des gens beaucoup plus résilients. Et une grosse crise qui viendrait dans le monde, évidemment, Maurice aurait beaucoup à en souffrir. Mais écoutez, déjà, vous voyez, les 2 dernières années, les Mauriciens, ils se sont pris 25% de dévaluation de leur monnaie. Enfin, c'était le cas. Maintenant, ça revient. L'euro. Mais c'était le cas il y a encore quelques mois. 25% pendant toute cette période de Covid. Les salaires, ils n'ont pas bougé. Leurs importations, elles coûtent 25% plus cher. Et si ce n'est même encore plus cher avec le fret qui s'est envolé. Tout s'est envolé. Ouais. Est-ce qu'on a vu des remous de la société à moi? Ok, il y a eu une manif. C'est ça, il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines. Et franchement, on me l'aurait dit, je l'aurais pas vu parce que. Puis ça reste. Les gens, ils cassent rien. Ils ont cassé des trucs, mais. Après, ça a été relayé comme les médias. Et puis les médias, ils sont ce qu'ils sont. Ils sont là pour agiter la peur et vendre des tirages, on va dire, et amener des vues. Mais pour ma part, on me l'aurait dit. On ne l'aurait pas dit, je ne l'aurais jamais eu. Et pourtant, c'était justement le jour où je suis allé chercher un ami là, qui est venu s'installer avec toute sa famille à Maurice.
Et j'ai donc traversé l'île de part en part pour aller chercher, avec parfois dans des petits bleds, etc. De la même manière, l'après-midi, on est allé au Luce Grand Gobe, je me rappelle Grand plus. Gobe. Grand Gobe. Et pareil, donc un long trajet. T'es passé par Port-Louis jusqu'au nord de... Non, on n'est pas passé par Port-Louis voilà. pour éviter. Parce que c'est à Port-Louis. Hein, c'est à Port-Louis. Oui, c'est à Port-Louis. Non, il n'y a jamais de manif ailleurs. Hein, c'est toujours à Port-Louis, dans la capitale. Je sais qu'il y a eu, mais j'ai un copain qui était à Port-Louis, il m'a dit il y avait plus de flics que de manifestants. Tu vois. Non, ils sont. Bon, c'est un pays qui est quand même où les gens ont une forme de résilience. Écoute, ça fait 4 ans. Ils sont tranquilles, les Mauriciens. Ça fait 4 ans que j'y suis. Les Mauriciens, ils ont une résilience qui est assez subjugante. Mais ça fait maintenant 4 ans que je suis là. Je les connais de mieux en mieux. C'est quand même un. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font que je me sens très très bien ici, notamment par leur mentalité, quoi. C'est vraiment autre chose. Et oui, je me méfie beaucoup de ce qui va se passer en France, bien sûr. On est parti en grande partie pour ces raisons. C'est des raisons importantes. Voilà. Ok, je pense qu'on peut clôturer. Ouais. On a parlé de plein de choses encore. Ouais. Non, on aurait pu enchaîner sur finalement Bitcoin, dollar et or. Parce que je trouve que c'est un sujet intéressant. C'est que moi, je ne sais pas très bien dans mon schéma, et c'est peut-être là-dessus qu'on pourrait clôturer, ce serait que tu me dises en fait, parce que moi, tu vois, j'explique cette corrélation inversée entre le Bitcoin et le dollar. Et là j'aimerais, en fait, le triptyque avec l'or me paraît intéressant, tu vois. Mais comment est-ce que l'or intervient là-dedans? En diversification, après moi il y a un aspect spéculatif sur les 2-3 ans à venir. Hein, voilà. Là je suis à 10% de mon patrimoine exposé sur l'or. Mais est-ce que tu l'augmentes encore? Je vais encore l'augmenter là. Mais est-ce que... est-ce que tu ne penses pas que si l'or effectivement partait vraiment à la hausse, on parle de combien de potentiel? Je pense qu'il peut faire un... Ah non, je pense qu'il a le potentiel de faire un plus 50%, voire un fois 2. Est-ce que tu ne crois pas que dans ce cas-là, le Bitcoin va faire 1000 fois mieux? Je suis aussi sur le Bitcoin aussi. Voilà. Moi, je pars du principe que je ne sais pas. Donc j'ai des scénarios et j'essaye de prévoir en fonction de ces différents scénarios des probabilités que j'estime qui se produisent. Et j'adapte en fonction de ça en permanence, du coup, les allocations par rapport à ces différents scénarios, dont les probabilités évoluent aussi par rapport au fur et à mesure du temps. D'ailleurs, sur ma chaîne, il le voit, à chaque fois, je fais le point sur les cryptos, je dis, voilà, probabilité de, je sais pas, 40% qu'on reparte to the moon, probabilité de 40% qu'on fasse un range et qu'on bouge pas, et puis 20% qu'on se mette à baisser. Bon, là, aujourd'hui, forcément, le côté bear market, la probabilité, elle est plus élevée, quoi. Et ça aussi, on aurait pu en parler, quoi, de, la phase de marché dans laquelle on est. Je crois qu'on va encore faire plein de vidéos, Dimitri. Bien sûr. Mettez-nous en commentaire d'ailleurs, si vous avez des sujets que vous voudriez qu'on aborde. N'hésitez pas à les mettre et puis on va prendre là-dedans pour ouvrir nos échanges parce qu'à chaque fois du coup ça... Nos discussions elles vont être assez régulières. C'est clair. Donc voilà. Bon peut-être retirer d'aujourd'hui ces sujets-là, c'est-à-dire vos allocations Bitcoin, dollar, or, je pense que c'est un sujet important. Sortez des plateformes. Et puis vos allocations plateforme wallet privé. Voilà. Je pense que c'est des sujets qui sont importants. Vraiment sur les plateformes, je pense que c'est toujours une histoire de risque versus coût versus risque. Et je pense que le coût là de prendre le temps, de payer les quelques frais, de retirer en attendant que la poussière retombe, ça vaut largement, je crois, le risque de potentiellement tout perdre sur une plateforme, voire plusieurs. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut se passer. Voilà. Tout à fait d'accord. Voilà. Merci à tous et à très bientôt. Salut. Bye bye.